J'ai surpris la conversation où ma famille planifiait de m'humilier à Noël. Ce soir-là, ma mère m'a appelé, furieuse. « Où es-tu » J'ai répondu calmement, « Est-ce que mon cadeau t'a plu ?» J'ai toujours pensé que Noël était synonyme de chaleur et de famille. Mais en décembre, j'ai découvert que ma propre famille prévoyait de m'humilier publiquement et de m'effacer de leur existence, tout cela au nom de l'amour. Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai 29 ans, et Noël était autrefois ma fête préférée. Ayant grandi dans la famille Dubois, les festivités ont toujours été somptueuses. Mais en tant que mouton noir, avec mon entreprise de création de bijoux plutôt qu'une carrière en entreprise, j'ai toujours eu l'impression de devoir travailler plus dur pour m'intégrer. Puis, en décembre, je suis arrivé en avance pour aider aux préparatifs et j'ai surpris une discussion qui a tout anéanti. Ma propre famille, ceux que j'aimais, s'apprêtaient à m'humilier publiquement lors du dîner de Noël. Puis, alors que j'étais assise là, anéantie, ils ont décidé de vider ma chambre d'enfant. Les Dubois de Neuilly-sur-Seine étaient connus pour 3 choses, l'argent, le pouvoir et des attentes irréalistes. Mon père, Richard Dubois, a bâti sa société d'investissement à partir de rien, le genre de success story que tout le monde admire. Ma mère, Marguerite, venait d'une famille aisée et a siégé à suffisamment de conseils d'administration d'œuvres de charité pour remplir un petit carnet. Et puis il y avait mes frères et sœurs. Étienne, 33 ans, a suivi sans faille les traces de son père. Olivia, 31 ans, est devenue l'avocate d'affaires dont nos parents se vantaient lors des réceptions mondaines. Et puis il y avait moi, Chloé Dubois, qui était censée compléter ce beau trio familial. Mais malgré tout, je suis devenu la déception de la famille. Depuis l'enfance, la stratégie était claire. Intégrer une grande école, obtenir un diplôme en droit ou en finance, puis rejoindre soit l'entreprise familiale, soit une société suffisamment prestigieuse pour être mentionnée lors des dîners. J'ai fidèlement intégré la Sorbonne. Cependant, durant ma 2e année, j'ai suivi un cours de bijouterie-joaillerie en option, et quelque chose s'est déclenché. Pour la première fois, je me suis sentie pleinement vivante en créant avec mes mains. En dernière année, au lieu de postuler dans des cabinets d'avocats, je vendais mes créations artisanales lors d'événements sur le campus. La réaction de la famille a été rapide et sévère. Mon père a refusé de me parler pendant 4 mois. Ma mère a organisé des rendez-vous avec des relations familiales pour du recrutement en cabinet d'avocats. Mes frères et sœurs alternaient entre un silence gêné et des critiques sur le fait que je gâchais mon potentiel. Malgré leurs objections, j'ai obtenu mon diplôme et utilisé mes fonds pour louer un petit studio dans le Marais à Paris et établir mon premier atelier. Je me suis nourri de pâtes pendant des mois, j'ai travaillé 16 heures par jour et j'ai méticuleusement bâti, Création Chloé, à partir de rien. 6 ans plus tard, mes créations étaient disponibles dans des boutiques à Paris et en Île-de-France. Je gagnais enfin bien ma vie en faisant ce que j'aimais. Non pas que ma famille considère cela comme une véritable réussite. Chaque réunion de famille abordait le même sujet concernant ma carrière. Maman soupirait et disait, « Tu continues toujours ton petit truc de bijoux ?» Papa répondait, « Quand tu seras prête à prendre ton avenir au sérieux, fais-le-moi savoir. » Étienne proposait de vérifier ma comptabilité comme si je jouais à la marchande plutôt que de gérer une entreprise. Olivia me donnait gracieusement des offres d'emploi pour des postes d'assistante de direction, comme si mon diplôme et mon expertise commerciale n'avaient aucune pertinence. Noël chez les Dubois était un événement particulièrement extravagant. Mes parents possédaient une grande maison bourgeoise avec 6 chambres, un grand escalier idéal pour les portraits de famille et une salle à manger pouvant accueillir 22 personnes. Chaque décembre, ma mère la transformait en quelque chose sorti d'un magazine d'architecture. Des décorateurs professionnels importaient des décorations et des palettes de couleurs qui variaient chaque année. Ces fêtes étaient davantage axées sur le statut que sur la célébration. La liste des invités comprenait la famille élargie, des partenaires commerciaux et des connaissances importantes. Les conversations tournaient autour des promotions, des vacances dans des destinations de luxe et des grandes écoles qui courtisaient quels étudiants. Dans ce contexte, ma petite entreprise de bijoux aurait tout aussi bien pu être un stand de limonade. Néanmoins, chaque année, j'essayais. Je portais de beaux vêtements que je pouvais à peine me permettre. Je préparais des réponses sur mon entreprise qui semblaient plus impressionnantes qu'elles ne l'étaient en réalité. J'apportais des cadeaux minutieusement confectionnés qui étaient souvent retournés ou mis de côté. J'arrivais avec des biscuits faits maison qui restaient intacts à côté des créations du traiteur professionnel. Quand je parlais de ma dernière collection, je devais faire face à des sourires polis et à de rapides changements de sujet. Ce Noël était vraiment important pour mes parents.
Des parents de la Côte d'Azur et de toute l'Europe arrivaient, certains n'étant pas venus depuis des années. Ma mère planifiait cela depuis août, engageant plus de personnel de maison et rénovant les chambres d'amis. Quand elle m'a appelé en novembre à propos de la réunion, j'ai entendu une vraie joie dans sa voix pour la première fois. « Chloé, tout le monde sera là cette année. Même grand-mère Éléonore vient de Londres. Nous devons montrer un front familial uni. » Cette légère suggestion d'inclusion m'a incité à redoubler d'efforts. J'ai passé 4 mois à créer une sélection unique de pièces sur mesure pour chaque invité. Des boutons de manchette avec le motif de la première carte de visite de mon père. Un magnifique collier représentant les fleurs préférées de ma mère. Pour mes frères et sœurs, j'ai fabriqué des bracelets assortis avec un symbolisme subtil de notre enfance. Des pièces soigneusement conçues pour les membres de la famille élargie en fonction de leur goût et de leur personnalité. J'ai même investi dans de nouvelles cartes de visite avec un logo discret en feuilles d'or et un emballage pour impressionner les Dubois. Peut-être que c'est l'année où ils reconnaîtront enfin mon entreprise comme légitime. Peut-être que c'est le Noël où je me sentirai enfin à ma place dans ma propre famille. La semaine avant Noël, j'ai terminé la dernière de mes commandes spéciales pour les fêtes, emballé les cadeaux de ma famille et conduit ma vieille Clio de Paris à Neuilly, arrivant à la demeure familiale vers 14h15 le 18 décembre. Malgré tout, je gardais espoir. Peut-être que cette fois, ce sera différent. Je n'avais aucune idée que cette visite allait changer à jamais le cours de ma vie, ma relation avec ma famille et ma perception de ce que Noël signifiait vraiment. Je suis arrivé dans l'allée circulaire de mes parents à 14h15. La maison était déjà parée pour Noël avec des lumières blanches installées par des professionnels soulignant chaque détail architectural, d'énormes couronnes à chaque fenêtre et 2 sapins décorés parfaitement symétriques flanquant la porte d'entrée. Une équipe de paysagistes mettait la touche finale aux décorations extérieures. J'ai pris mon sac de voyage et la boîte contenant des exemples de mes bijoux offerts en cadeau, avec l'intention de montrer à ma mère toute l'attention que j'avais portée à chaque pièce. Peut-être que c'est l'année où elle reconnaîtra enfin mon talent artistique. Rosa, la gouvernante, a ouvert la porte avec un sourire chaleureux. Contrairement à ma famille, Rosa avait toujours montré un réel intérêt pour mon entreprise de bijoux, portant fièrement un modeste bracelet en argent que je lui avais offert il y a des années. C'est un plaisir de vous voir, mademoiselle Chloé. Votre mère et votre sœur sont dans la cuisine avec le traiteur. Je les remerciai et je suis entré dans la maison immaculée, remarquant de magnifiques arrangements floraux sur chaque surface et de nouveaux meubles dans le salon. La cuisine avait été récemment rénovée avec du marbre blanc éclatant et des appareils en acier inoxydable, lui donnant l'apparence d'une salle d'opération plutôt que d'une cuisine. Ma mère et Olivia étaient penchées sur une tablette avec un homme en veste de chef. Elles ont à peine levé les yeux quand je suis entré. Chloé, enfin, a fait remarquer ma mère sans bouger pour me prendre dans ses bras. La chambre d'amis dans l'aile était prête pour toi. Pas ton ancienne chambre. Cette année, nous avions besoin de plus de rangement. Pas de bonjour. Pas de « comment s'est passé ton trajet ?» Aucune mention du fait que mon ancienne chambre avait été mon refuge pendant les 19 dernières années. Bonjour, maman. Olivia, la maison est magnifique, ai-je dit, voulant bien commencer les choses. Olivia a jeté un bref regard vers le haut. Tu as l'air épuisé. La vie parisienne doit te miner. Ce n'était pas une question, mais plutôt un jugement déguisé en sympathie. J'ai esquissé un sourire. En fait, les affaires marchent très bien. Très occupé avec les commandes de Noël. J'ai apporté quelques échantillons des cadeaux que j'ai créés pour tout le monde pour vous les montrer. Ma mère a agité la main d'un air dédaigneux. Nous sommes en train de finaliser le menu. Peut-être plus tard. Le traiteur a besoin de notre attention. Le traiteur, un homme grand avec une barbe bien taillée, m'a jeté un regard compatissant. J'avais clairement été écarté. Bien sûr, pas de problème. Je vais juste monter mes affaires. Aucune d'elles n'a répondu alors que je quittais la cuisine. Le vieux nœud de la déception s'est resserré dans mon ventre, mais je l'ai ravalé. Ce n'était rien de nouveau. Je voulais juste trouver le bon moment pour me connecter avec elles. Après m'être installé dans la chambre d'amis, je suis allé chercher mon père et mon frère, espérant une réaction plus accueillante. En approchant du bureau de mon père, j'ai entendu plusieurs voix dans ce qui semblait être une discussion animée. J'étais sur le point de frapper quand j'ai entendu mon nom. Chloé doit comprendre que ce passe-temps de bijoux n'est pas un avenir viable, a dit mon père avec force. J'ai arrêté ma main à quelques millimètres de la porte. C'est pourquoi j'ai invité Stéphane, a dit mon frère Étienne.
En tant que conseiller financier, il peut présenter des chiffres concrets pendant l'intervention. Lui montrer à quel point sa situation est précaire par rapport à une vraie profession. Une intervention. Mon pouce est accéléré alors que je me positionnais prudemment à côté de la porte entr'ouverte. Hors de vue, mais parfaitement audible. Croyez-vous vraiment qu'une intervention lors du dîner de Noël soit la meilleure approche? Cette voix appartenait à mon oncle Daniel, le frère cadet de mon père. C'est le moment parfait, a ajouté ma mère. Je n'avais pas remarqué qu'elle avait quitté la cuisine. Avec toute la famille présente, elle ressentira suffisamment de pression pour enfin prendre une décision sensée. J'ai déjà parlé à Grégoire au cabinet, a expliqué mon père. Il peut lui trouver une place au département marketing. Rien de difficile, mais ça lui donnera une structure et un salaire décent. La voix de ma sœur Olivia s'est jointe à la conversation. Je pense que nous devrions être très francs. La dernière fois que je lui ai suggéré d'explorer d'autres options, elle m'a parlé de la croissance de ses abonnés Instagram comme si c'était une mesure de succès. Ils ont tous ri, un son qui m'a transpercé comme du verre. Que allez-vous dire exactement? A demandé l'oncle Daniel, semblant toujours hésitant. Nous attendrons après le plat principal, a dit ma mère, sa voix prenant le ton qu'elle utilisait pour préparer les galas de charité. Richard exprimera notre inquiétude pour l'avenir de Chloé. Puis Étienne présentera Stéphane, qui fournira une brève comparaison financière de sa soi-disant entreprise par rapport à un poste en entreprise. J'ai rassemblé quelques chiffres, a expliqué Étienne. D'après la taille de son appartement et son style de vie, elle gagne à peine 35 000 € par an. Stéphane comparera cela au poste de débutant en entreprise qui commence à 70 000 €. Il m'avait étudié et déterminé ma valeur en fonction de la taille de mon logement. La violation semblait tangible, comme un coup à la poitrine. Je ne comprends toujours pas pourquoi cela doit être fait publiquement au dîner de Noël, a dit l'oncle Daniel. Parce qu'elle doit sentir le poids des attentes familiales, a expliqué ma mère calmement. Quand elle verra l'inquiétude de tout le monde, elle réalisera enfin comment ces décisions influencent la réputation de la famille. La fille des Whitman est récemment devenue associée junior chez Gilles Loirette Noël, et notre fille vend des babioles sur des marchés de créateurs. C'est embarrassant. Des babioles. Des marchés de créateurs. Il n'avait aucune idée que j'avais dépassé ces années et que je fournissais maintenant des boutiques réputées et obtenais des commandes personnalisées fréquentes. Il n'avait pas pris la peine de se renseigner. Que se passera-t-il si elle refuse, a demandé l'oncle Daniel. Un long silence s'ensuivit avant que mon père ne parle. Alors nous lui ferons comprendre que notre soutien financier prend fin complètement. J'ai failli halter avant de me retenir. Quel soutien financier? J'étais complètement autonome depuis l'obtention de mon diplôme. Quelque chose qu'ils auraient remarqué s'ils avaient prêté attention à ma vie réelle. Pendant qu'elle sera à table, j'ai demandé au personnel de vider entièrement sa chambre d'enfant, a dit ma mère. La cousine Vanessa a besoin de l'espace, et il est temps que Chloé comprenne qu'elle ne peut pas garder un pied dans chaque monde. Ma vue s'est brouillée de larmes. Ma chambre d'enfant, remplie de souvenirs, de carnets et de souvenirs, allait être vidée pendant que je subissais une humiliation publique. Elle a encore ses ridicules trophées de participation des cours d'art de l'école primaire exposés sur l'étagère, a observé Olivia en ricanant, comme s'il soutenait sa décision d'abandonner un vrai métier pour ce passe-temps de bijoux. Avez-vous vu ce qu'elle portait pour le dîner de famille, a ajouté ma mère. Cette robe de créateur qui ressemblait à quelque chose d'une friperie. Si elle insiste sur ce style de vie créatif, elle devrait au moins s'habiller convenablement lorsqu'elle représente la famille. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. La tenue avait été conçue par une amie qui lançait une petite marque de mode. Je la portais fièrement pour soutenir ses efforts. Eh bien, peut-être que cette intervention la fera enfin réfléchir, a conclu Étienne. 29 ans, ce n'est pas trop tard pour repartir à zéro avec une carrière respectable. J'ai préparé l'analogie parfaite, a répondu ma mère, fière d'elle. Je vais lui dire que son petit commerce de bijoux, c'est comme les colliers de nouilles qu'on accrochait sur le frigo. Mignon comme une phase d'enfance, mais pas quelque chose sur quoi bâtir sa vie. Ils ont tous ri à nouveau, et j'ai entendu des verres trinquer. Je me suis éloigné doucement de la porte, les larmes coulant sur mes joues. Chaque déclaration transperçait des années d'efforts pour gagner leur approbation, des années à me faire toute petite pour correspondre à leurs attentes, et des années à chercher une validation qui, de toute évidence, n'allait jamais arriver. Leurs objectifs étaient clairs comme de l'eau de roche. Me tendre une embuscade, m'humilier devant toute la famille élargie,
me forcer à abandonner mon entreprise et me chasser de la maison familiale le jour de Noël. Je suis retourné à la chambre d'amis comme en transe, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je me suis effondré sur le sol, le dos contre le lit. Les magnifiques bijoux que j'avais créés pour eux reposaient dans leur boîte en velours, chacun représentant des heures d'effort, de réflexion et d'amour qu'ils n'apprécieraient ou ne comprendraient jamais. Pour la première fois, je voyais avec une clarté cristalline ce que ma famille pensait de moi et de mes décisions. Ce n'était ni de l'amour vache ni une inquiétude mal dirigée. C'était du contrôle, de la manipulation et un mépris fondamental pour qui j'étais vraiment. Je ne me souviens pas avoir fait mon sac de voyage. Je ne me souviens pas avoir descendu l'escalier de service pour ne pas être vu. Je ne me souviens pas de la brève conversation avec Rosa au cours de laquelle j'ai murmuré quelque chose à propos d'une urgence à Paris. Le prochain souvenir vivace que j'ai est d'être assise dans ma voiture sur une aire d'autoroute, les mains tremblant si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. J'ai appelé Émilie, ma meilleure amie de l'université, la personne qui m'avait aidé à installer mon premier stand de bijoux sur un marché local. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Allô, Chloé. Tu es déjà dans la forteresse familiale de l'enfer? C'est comment cette année? Le son de sa voix, si familier et compatissant, a percé le choc qui m'avait engourdi. J'ai fondu en larmes, à peine capable de former des phrases entre les sanglots. Il prévoyait une intervention au dîner de Noël. M'humilier financièrement, vider ma chambre. Waouh, doucement, a dit Émilie, sa voix passant rapidement à l'inquiétude. Où es-tu maintenant? Tu es en sécurité? J'ai regardé autour de moi l'air de repos bien éclairé où une musique de Noël générique jouait faiblement depuis des haut-parleurs extérieurs. Je suis sur une aire de repos. Je suis parti. Je ne pouvais pas rester après ce que j'ai entendu. Bien. Tu ne devrais pas conduire si contrarié. Ok, respire juste une minute. J'ai suivi son conseil, prenant plusieurs respirations profondes pendant qu'elle attendait patiemment au téléphone. Après quelques minutes, j'ai pu décrire calmement tout ce que j'avais entendu. Émilie a écouté sans m'interrompre, puis a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Ce sont de vrais démons, Chloé. Tu sais que rien de ce qu'ils ont dit n'est vrai, n'est-ce pas? Ton entreprise est réelle et prospère. Tu es à la fois talentueuse et travailleuse. Ils sont juste trop concentrés sur leur vision limitée du succès pour le reconnaître. Mais s'ils avaient raison? Ai-je murmuré, de vieilles insécurités refaisant surface. Et si je ne faisais que jouer à la marchande pendant que tout le monde poursuit des carrières sérieuses? Tu plaisantes, Chloé? Tu as refusé des commandes de gros le mois dernier parce que tu étais à pleine capacité de production. Tu as une liste d'attente pour les pièces sur mesure. Tu as récemment recruté ta première assistante à temps partiel. Ce ne sont pas les signes d'une entreprise ou d'un passe-temps en faillite. Elle avait raison. Alors que j'avais minimisé ma réussite devant ma famille pour éviter les critiques ou devoir justifier mes décisions, la vérité était que, Création Chloé, avait connu une croissance constante d'année en année. Je venais d'être approché par un grand magasin pour une ligne de diffusion de mes articles les plus populaires. J'envisageais de louer un atelier plus grand pour répondre à l'expansion. Pourquoi est-ce que je me soucie encore de ce que les autres pensent, ai-je demandé, essuyant mes larmes. Pourquoi, après toutes ces années de ridicule et de critique, suis-je encore à la recherche de leur approbation? Parce que c'est ta famille, a répondu doucement Émilie. Et parce qu'ils t'ont conditionné depuis l'enfance à juger ta valeur selon leurs standards. Rompre ce conditionnement est une tâche difficile. Pendant que nous parlions, des souvenirs d'autres rebuffades et humiliations ont refait surface. La fois où ma mère m'a présenté à ses amis comme, cherchant encore sa voie, alors que j'avais 24 ans. La remise de diplôme de l'école de commerce où mon père a passé tout le dîner à parler de la nouvelle promotion d'Étienne. Et le dîner de famille où Olivia m'a demandé si j'avais besoin d'argent pour des vêtements convenables devant tout le monde. Chaque épisode avait fait mal, mais j'avais toujours trouvé des excuses pour eux et travaillé plus dur pour obtenir leur faveur. Veux-tu rester avec moi ce soir, a proposé Émilie. Tu ne devrais pas être seule après ça. Merci, mais je crois que j'ai besoin de mon propre espace pour digérer. Je t'appellerai demain une fois que j'aurai dormi un peu. Après avoir raccroché, je suis rentré à mon appartement du Marais en pilote automatique. Ma famille percevait le petit 2 pièces comme un symbole d'échec, mais quand j'ai fermé la porte derrière moi, il m'a semblé être un refuge. Cet espace, payé uniquement par mon propre travail, symbolisait une liberté qu'ils ne comprendraient jamais. J'ai déambulé dans l'appartement dans un brouillard,
me concentrant sur les faits de ma vie réelle plutôt que sur les chèques fictifs que ma famille avait créés. Le mur était couvert de coupures de presse encadrées de blogs de design et de magazines locaux qui avaient présenté mon travail. Mon atelier à domicile avait un processus bien organisé. Les tableurs reflétaient 6 ans de revenus en croissance progressive. Le portfolio comprenait des témoignages de clients et des clients fidèles. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé l'email auquel je retardais ma réponse depuis 3 semaines. Éclat de Paris, un grand magasin, offrait une opportunité majeure de présenter une collection de mes œuvres dans leur catalogue de printemps avec un achat minimum qui triplerait mes revenus annuels. J'hésitais à augmenter la production tout en préservant la qualité. Mais soudain, la décision semblait évidente. C'était une opportunité commerciale réaliste que tout entrepreneur sérieux reconnaîtrait comme significative. J'ai regardé les photos d'enfance encore sur mes étagères, y compris ma famille à la plage quand j'avais 11 ans. Tout le monde souriant pour la caméra et ma remise de diplôme du lycée avec mes parents m'entourant fièrement. Étaient-ce des moments authentiques ou des performances mises en scène pour la consommation publique? M'avais-il jamais vraiment accepté pour qui j'étais? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, alternant entre les larmes, la colère et une étrange sensation de clarté lorsque la douleur s'est calmée. À l'aube, fatigué mais plus calme, j'ai compris que je devais prendre une décision fondamentale. Continuer à courir après une acceptation qui ne viendrait jamais ou privilégier mon propre bien-être et ma propre valeur. Pour la première fois, la réponse était claire. Je méritais mieux que ce qui s'était passé hier. Je méritais mieux que ce qu'ils avaient prévu. Je méritais d'être reconnu et chéri pour qui j'étais vraiment, pas pour celle qu'ils voulaient que je sois. Cette prise de conscience n'a pas instantanément effacé 29 ans de conditionnement émotionnel, mais elle a fourni une petite base solide sur laquelle je pouvais me tenir et commencer à construire quelque chose de nouveau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec les yeux gonflés et une clarté inhabituelle. Mon téléphone affichait 3 appels manqués de ma mère et un texto qui disait simplement « Où es-tu » Le traiteur a besoin des chiffres définitifs. Aucune inquiétude pour mon départ précipité. Aucune question sur ma santé, juste la logistique pour sa fête de Noël parfaite. J'ai posé le téléphone sans répondre et je me suis versé une tasse de café. Assise à ma modeste table de cuisine entourée de dessins de bijoux et de bons de commande, une idée a commencé à prendre forme dans ma tête. Pour une fois, je ne serai pas émotionnelle ou impulsive. Je serai stratégique et méthodique, tout comme je l'avais été en créant mon entreprise. D'abord, j'ai appelé ma psy, le docteur Lagne, et j'ai décrit la situation, demandant une séance d'urgence. Heureusement, elle avait une ouverture cet après-midi-là. Ce que vous avez entendu était de la violence psychologique, Chloé, a-t-elle dit pendant notre séance. Leur intervention planifiée ne visait pas à vous aider, mais à vous contrôler et à vous ramener dans le droit chemin de leurs attentes. Mais c'est ma famille, ai-je murmuré, les mots sonnant creux même en les prononçant. Les familles devraient offrir amour, soutien et respect, a-t-elle ajouté. Être lié par le sang ne donne à personne le pouvoir de vous rabaisser ou d'influencer vos décisions de vie. Vous avez créé une entreprise créative florissante selon vos propres termes. Cela mérite des éloges, pas une ingérence. Nous avons passé le reste de la séance à parler de limites saines et de la douleur qui accompagne l'acceptation des membres de la famille pour ce qu'ils sont, et non pour ce que nous souhaiterions qu'ils soient. À la fin, j'avais créé un cadre émotionnel pour soutenir la stratégie pratique qui prenait forme dans ma tête. De retour dans mon appartement, j'ai élaboré un plan d'action détaillé, décomposant tout en petites étapes. Étape 1. Annuler ma présence au Noël familial sans les contacter directement. Ils le découvriraient quand je ne me présenterai pas. Étape 2. Accepter l'offre d'Éclat de Paris d'inclure mon travail dans leur catalogue de printemps. C'était une décision commerciale que j'envisageais de toute façon, mais le moment semblait à la fois symbolique et pratique. Étape 3. Organiser un Noël alternatif avec mon cercle d'amis choisis qui ont toujours soutenu mes aspirations et apprécié mon travail. Étape 4. Programmer la livraison des cadeaux familiaux que j'avais déjà produits, accompagnés de messages personnalisés, au domicile de mes parents la veille de Noël, lorsque j'étais censé arriver. Étape 5. Fixer des limites explicites pour toute rencontre future avec ma famille, y compris les comportements que je tolérais et ne tolérais pas. Étape 6. Récupérer mes affaires d'enfance de la maison de mes parents avant qu'elles ne soient jetées. La dernière étape présentait l'obstacle le plus difficile. J'ai appelé une connaissance juriste spécialisée en droit de la propriété pour obtenir des conseils. Elle a renforcé mes craintes. Comme j'avais déménagé il y a des années, tout ce que j'avais laissé chez mes parents pouvait être considéré comme une propriété abandonnée.
Cependant, elle m'a conseillé d'écrire une lettre recommandée avec accusé de réception déclarant sans équivoque que je n'avais pas abandonné mes biens personnels et que je prévoyais de les récupérer, ce qui servirait de preuve juridique de mon intention. J'ai immédiatement rédigé la lettre, décrivant des objets spécifiques d'importance émotionnelle dans ma chambre d'enfant, tels que des carnets, des albums photos, des œuvres d'art et du matériel de fabrication de bijoux de mes débuts. Je l'ai envoyé en recommandé cet après-midi-là. Ensuite, j'ai appelé Émilie pour lui faire part de mes projets et lui ai demandé son aide. Sans hésitation, elle nous a offert le gîte de sa famille dans le Perche pour notre Noël alternatif. C'est magnifique en hiver, a-t-elle fait remarquer. Il y a une grande cheminée en pierre, assez de chambres pour tout le monde, et c'est à seulement 2h30 de Paris. Mes parents l'utilisent rarement pour Noël car ils vont en Floride. J'ai contacté les amis qui étaient devenus mon véritable système de soutien au fil des ans. Noé, mon premier partenaire détaillant qui avait donné une chance à mes bijoux dans sa boutique. Claire, une autre créatrice qui avait partagé un espace d'atelier avec moi pendant ma 2e année d'activité, et Adam, le mari d'Émilie, qui m'avait aidé à construire mes présentoirs et mon site web. Chacun a rapidement accepté de participer à ce que Claire a appelé notre Noël en famille choisie. La directrice d'Éclat de Paris a été surprise mais ravie de mon acceptation rapide de leur offre. Nous avons prévu une réunion début janvier pour discuter des designs et des délais de fabrication. Pour les cadeaux, j'ai utilisé un service de livraison haut de gamme spécialisé dans les présentations de cadeaux personnalisés. Le propriétaire a été captivé par mon histoire et a promis de livrer personnellement chaque pièce méticuleusement emballée la veille de Noël, s'assurant qu'elles arrivent au moment idéal. À chaque étape accomplie, j'ai ressenti un étrange mélange de chagrin et de liberté. Le chagrin était pour le lien familial que j'avais toujours désiré mais jamais atteint. L'émancipation venait du fait d'accepter enfin cette réalité et de décider de prioriser mon propre bien-être. J'ai passé les 3 jours suivants à préparer notre fête alternative, en achetant de la nourriture, en organisant des activités et en fabriquant de petits cadeaux faits maison pour mes amis. Je me suis délibérément tenu occupé, sachant que l'oisiveté ne mènerait qu'à l'incertitude et au doute. 3 jours avant Noël, l'avocat de mes parents a répondu à ma lettre recommandée plutôt que personnellement. Elle indiquait froidement que je pouvais prendre rendez-vous pour récupérer mes affaires après les fêtes, en présence d'un membre du personnel pour surveiller. Le caractère formel et impersonnel de la réponse a réaffirmé que j'avais pris la bonne décision. Le 23 décembre, j'ai chargé ma voiture de cadeaux, de nourriture et de vêtements d'hiver, me préparant à partir pour le Perche le lendemain matin. Ce soir-là, je me suis assise dans mon appartement paisible, regardant mon sapin de Noël, un petit sapin mais décoré avec goût qui symbolisait mon style de vie indépendant. Pour la première fois depuis que j'avais entendu les plans de ma famille, j'étais entièrement convaincu de ma décision. Je n'étais plus prête à me conformer à leur conception limitée du succès. Je ne m'excuserais plus de suivre une voie qui menait à l'épanouissement plutôt qu'au statut. Je n'accepterais plus d'être considéré comme inférieur parce que mes rêves étaient différents des leurs. Demain marquerait le début d'une nouvelle tradition basée sur le respect mutuel et l'affection véritable plutôt que sur le devoir et les apparences. Aussi terrible que soit la rupture, cela ressemblait au premier Noël véritablement authentique de ma vie d'adulte. Le 24 décembre s'est levé, clair et magnifique, idéal pour le voyage vers le Perche. La neige était prévue plus tard dans la soirée, offrant le Noël blanc que tout le monde souhaite mais voit rarement dans la capitale. J'ai fini de charger ma voiture et j'ai jeté un dernier regard à mon appartement, qui était décoré d'ornements faits à la main et de guirlandes naturelles que ma mère aurait méprisées comme étant artisanales, plutôt qu'élégantes. Tout semblait juste. Le trajet a été agréable, avec de la musique de Noël et le paysage passant de l'urbain au rural. À l'heure du déjeuner, j'étais arrivé au gîte, une magnifique bâtisse en bois nichée au milieu d'arbres enneigés. De la fumée s'échappait déjà de la cheminée, indiquant que quelqu'un était arrivé avant moi. Émilie a jailli de la porte d'entrée alors que je me garais, se précipitant pour m'aider avec mes bagages. « Bienvenue au Noël de la liberté », a-t-elle dit avec un grand sourire. Adam et moi sommes arrivés il y a 1 heure pour allumer le feu et déballer les courses. L'intérieur du gîte était tout ce qu'un refuge d'hiver devrait être. De hauts plafonds avec des poutres apparentes, une grande cheminée en pierre avec un feu crépitant, des canapés confortables disposés pour la conversation et des fenêtres offrant une vue sur la forêt. Adam était dans la cuisine ouverte en train de vider des sacs de courses tandis qu'une musique de Noël jouait doucement depuis des haut-parleurs dissimulés. « C'est parfait », ai-je répondu, sentant mes épaules se détendre pour la première fois depuis des jours. Tout au long de la journée, les autres sont arrivés un par un.
Noé a apporté des caisses de vin du vignoble de son frère. Claire est arrivée avec ses délicieuses tartes et son pain fait maison. Deux autres amis, Romain et Caleb, sont arrivés avec de la nourriture et des décorations supplémentaires. À 16h30, notre famille choisie était réunie, et le gîte était rempli de rires, d'odeurs délicieuses et de chaleur authentique. Personne n'a posé de questions sur ma famille biologique jusqu'à ce que j'en parle. Il n'y a pas eu de questions gênantes sur le succès de mon entreprise ou son absence. Personne n'a fait de commentaires voilés sur mes choix de vie ou mon apparence. Le contraste avec mes réunions de famille n'aurait pas pu être plus frappant. Mon téléphone a commencé à sonner exactement à 19h. Je m'y attendais, sachant que nous nous réunissions habituellement pour l'apéritif du réveillon chez mes parents à cette heure-là. Olivia a passé le premier appel. Je me suis retiré dans l'une des chambres pour plus d'intimité avant de répondre. Allô, Chloé. Où es-tu? Tout le monde demande après toi. Maman est en panique. Sa voix était plus agacée qu'inquiète. Je ne viens pas, ai-je dit simplement. Un silence. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne viens pas? Bien sûr que tu viens. Toute la famille est là. Grand-mère Éléonore vient de demander après toi. Je pense ce que je dis. Je ne serai pas présente à Noël cette année. Tu ne peux pas simplement ne pas venir. Qu'est-ce que je dois dire à tout le monde? C'est tellement irréfléchi, Chloé. Tout comme ton. Elle s'est arrêtée, mais je savais qu'elle allait dire, tout comme ton passe-temps d'entreprise. Dis-leur ce que tu veux, Olivia. Je suis sûr que tu trouveras un moyen de tourner ça à ton avantage tout en préservant l'image de la famille. Elle a bafouillé, surprise par ma franchise. Avant qu'elle ne puisse réagir, j'ai ajouté, au fait, les cadeaux de tout le monde seront livrés ce soir. J'y ai mis beaucoup de soin. J'espère que tout le monde les appréciera. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. En quelques minutes, mon téléphone a sonné à nouveau, cette fois c'était Étienne. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis mon père, un autre message vocal. Finalement, j'ai reçu l'appel que j'attendais et redoutais. Ma mère. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Allô, maman. Où es-tu, Chloé Elisabeth Dubois? Sa voix était tendue de colère contenue. Je fête Noël ailleurs cette année. Qu'est-ce que tu veux dire par ailleurs? Toute la famille est là, à t'attendre. Le traiteur a prévu notre nombre exact de couverts. Ta grand-mère est venue de Londres. Ce comportement est tout simplement inapproprié. Vraiment? Ai-je demandé, surprise de mon calme. Qu'y a-t-il de plus inapproprié que de comploter pour piéger et humilier sa propre fille au dîner de Noël? Qu'y a-t-il de plus inapproprié que de manigancer pour vider sa chambre d'enfant pendant qu'elle est assise à table? Qu'y a-t-il de plus inapproprié que de dénigrer sa profession comme un passe-temps et ses accomplissements comme infantiles? Il y eut un silence de mort au bout du fil. Puis, je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Bien sûr, elle nierait. J'ai tout entendu, maman. Le week-end dernier dans le bureau de papa. Toi, papa, Étienne et Olivia préparant une petite intervention avec l'ami d'Étienne, Stéphane, pour me faire honte de mes finances. Vous vouliez me contraindre à quitter mon entreprise pour un poste au cabinet de papa. Tu avais l'intention de faire vider ma chambre pour la cousine Vanessa pendant que je subissais votre humiliation publique. Un autre moment de silence suivi d'un changement de tactique. Chloé, tu as mal compris. Nous sommes inquiets pour ton avenir. Cette intervention est motivée par l'amour. J'ai ri, un vrai rire, ce qui nous a surprises toutes les deux. L'amour? Était-ce de l'amour quand tu as qualifié mes bijoux faits à la main de Babiole? Était-ce de l'amour quand tu as comparé mon entreprise à des colliers de nouilles sur un réfrigérateur? Était-ce de l'amour quand tu as dit que j'humiliais la famille parce que je n'avais pas une carrière en entreprise comme la fille des Whitman? Tu nous espionnais, a-t-elle accusé, son ton se durcissant. J'étais sur le point de frapper à la porte quand j'ai entendu mon nom. Et Dieu merci, je l'ai fait, sinon je serais tombé dans votre piège. C'est ridicule. Tu réagis de manière excessive, comme d'habitude. Dis-moi juste où tu es et nous pourrons en parler quand tu arriveras. Il n'y a rien à discuter. Je ne viendrai pas à Noël, ni à aucun autre événement où je ne suis pas traité comme une adulte prenant ses propres décisions. Si tu ne te présentes pas, ton père sera furieux. Il y aura des conséquences. La menace planait dans l'air, mais pour la première fois, elle n'avait aucun effet sur moi.
Quelles conséquences exactement? Me couper les vivres financièrement? Je subviens entièrement à mes besoins depuis l'obtention de mon diplôme. M'enlever ma chambre d'enfant? Vous vous apprêtez déjà à le faire. Nuire à la réputation de la famille? Je suis sûr que vous trouverez une bonne histoire à raconter à tout le monde sur mon absence. Chloé, tu fais du cinéma. Non, maman. Je suis enfin honnête. Je mérite mieux que la façon dont cette famille me traite. Je mérite d'être respecté pour l'entreprise que j'ai bâtie. Je mérite d'être soutenu dans mes décisions, même si elles diffèrent des vôtres. Et comme je ne peux pas obtenir ces choses de vous, je passe Noël avec ceux qui m'apprécient. De son côté, je pouvais entendre des voix en arrière-plan, probablement des membres de la famille qui s'inquiétaient de l'appel. Vos cadeaux seront livrés ce soir, ai-je expliqué. J'ai passé des mois à concevoir des pièces sur mesure pour tout le monde. C'est entièrement à vous de décider si vous les appréciez ou non. Cette discussion n'est pas terminée, a-t-elle dit, le ton glacial. En fait, si. Joyeux Noël, maman. J'ai raccroché et je me suis assise sur le bord du lit, frissonnant légèrement, mais me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Émilie a passé la tête après avoir entendu un léger coup à la porte. Tout va bien ici? On a entendu ta voix devenir plus ferme. J'ai souri à son inquiétude. En fait, c'est mieux que bien. Je viens d'affronter ma mère pour la première fois de ma vie. Elle a souri et m'a tendu un verre de vin. Alors je dirais que ça mérite une célébration. Quand j'ai rejoint le groupe, personne n'a demandé de détails, mais Noé a levé son verre en guise de salut. À Chloé, la créatrice de bijoux la plus talentueuse que je connaisse et la nouvelle membre de l'équipe du gîte de Noël. Alors que tout le monde trinquait, mon téléphone a vibré avec une notification de texto. À ma grande surprise, il venait de mon frère, Étienne. Tout le monde n'était pas d'accord avec l'approche de l'intervention. Appelle-moi quand tu seras prête à parler. 1 heure plus tard, le service de livraison de cadeaux a confirmé que tous les articles avaient été livrés en toute sécurité au domicile de mes parents. Je ne pouvais qu'imaginer la scène lorsque chaque membre de la famille ouvrirait la pièce magnifiquement conçue que j'avais créée juste pour eux, accompagnée d'un message expliquant sa signification et fixant doucement des limites pour toute connexion future, si elle devait exister. Pour la première fois de ma vie, j'ai passé le réveillon de Noël exactement là où je voulais être, avec des gens qui m'acceptaient entièrement. Le poids des attentes familiales que j'avais portées si longtemps avait été levé, faisant place à quelque chose de nouveau et de vrai. Notre célébration du réveillon de Noël a duré jusque tard dans la nuit. Nous avons préparé le dîner ensemble, chacun prenant en charge un plat différent dans la grande cuisine. Contrairement aux événements traditionnels avec traiteur chez mes parents, ce dîner était collaboratif et décontracté. Le vin coulait à flot, les histoires étaient échangées et les rires remplissaient le gîte. Nous avons mangé à la longue table en chaîne à la lueur des bougies, nous passant les plats à la bonne franquette plutôt que d'être servis par du personnel. La conversation s'écoulait sans effort, avec des sujets allant des projets artistiques aux ambitions de voyage en passant par les désaccords philosophiques. Personne n'essayait d'impressionner qui que ce soit ou de maintenir les apparences. Cela semblait authentique d'une manière que mes réunions de famille n'avaient jamais été. Après le dîner, nous nous sommes rassemblés dans le salon où Adam avait ravivé le feu. Dehors, la neige tombait doucement, créant une scène de Noël parfaite à travers les immenses fenêtres. C'est l'heure d'une nouvelle tradition, a dit Émilie, sortant une boîte de décoration en bois simple et des outils créatifs. Chaque année, nous créons chacun un nouvel ornement pour commémorer quelque chose d'important de l'année. Alors que nous travaillons sur nos projets, échangeant matériel et idées, j'ai ressenti un fort sentiment d'appartenance. Mon pendentif a été conçu pour ressembler à un oiseau sortant d'une cage ouverte et a été peint en or scintillant et en bleu profond. Personne n'a eu besoin que j'explique le symbolisme. Vers 23h30, mon téléphone a vibré avec un texto de ma tante Patricia, la sœur de ma mère. Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tout le monde ne soutient pas l'approche de tes parents. Ta grand-mère était très en colère quand elle a appris ce qu'ils avaient prévu. Ton cadeau était magnifique. Merci. Une cousine a envoyé un autre message peu de temps après. Tes bijoux sont incroyables. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais réalisé à quel point tu es talentueuse. Le dîner de famille était extrêmement inconfortable quand ta mère a annoncé que tu ne viendrais pas. Il y a eu beaucoup de questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. Les messages ont continué toute la nuit et jusqu'au matin de Noël. Mon départ semblait avoir créé exactement la situation que ma mère avait redoutée,
une rupture dans son histoire familiale idyllique. Plusieurs parents semblaient avoir été assez virulents dans leur condamnation du plan d'intervention lorsqu'il a été rendu public. L'image méticuleusement conçue de la famille Dubois présentait des fissures importantes. Le matin de Noël au gîte était tout ce que j'avais imaginé que Noël devait être. Nous nous sommes réveillés lentement, nous sommes réunis en pyjama autour du sapin pour échanger les petits cadeaux attentionnés que nous avions apportés les uns pour les autres. Les miens, bien sûr, étaient des bijoux que j'avais conçus individuellement pour chaque ami, exprimant quelque chose d'important sur leur personnalité ou notre relation. Claire a pleuré en déballant son collier, un magnifique pendentif en argent avec une petite reproduction de la première pièce en céramique d'elle que j'avais jamais achetée. C'est pourquoi ton entreprise réussit, a-t-elle dit, essuyant ses larmes. Tu ne fais pas que des bijoux, tu crées du sens. Après les cadeaux, nous avons préparé le petit déjeuner ensemble avant de sortir pour une promenade dans la neige fraîchement tombée. La forêt était magnifique, avec des arbres blancs et seulement nos rires et le craquement de la neige sous nos bottes pour compagnie. L'oncle Daniel m'a appelé dans l'après-midi, ce qui m'a surprise. Je suis sorti sur le porche pour prendre l'appel, regardant mon souffle former des nuages dans l'air glacial. Chloé, je veux que tu saches que je n'ai jamais soutenu cette absurdité d'intervention, a-t-il dit abruptement. Ton entreprise est légitime et impressionnante. Merci, oncle Daniel, ai-je murmuré, vraiment ému. Cela signifie beaucoup pour moi. Les choses sont assez tendues ici, a-t-il ajouté. Quand tes cadeaux sont arrivés hier soir, ils ont provoqué tout un remue-ménage. Ta grand-mère a déballé son bracelet et a proclamé qu'il était de meilleure qualité que ses pièces Tiffany. Puis elle a voulu savoir pourquoi personne ne lui avait dit à quel point ton entreprise de bijoux était devenue prospère. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en imaginant ma puissante grand-mère, avec son flegme britannique, prendre mon parti. La vérité est sortie de manière assez explosive pendant le dîner, a-t-il expliqué. Ta mère a tenté de minimiser ton absence, mais ta grand-mère est plus maligne qu'il ne le pensait. Elle a extirpé toute la stratégie de l'intervention morceau par morceau, en les humiliant. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Qu'ont dit mes parents? N'ai-je pu m'empêcher de demander. Ton père est retourné à sa justification habituelle, affirmant que c'était pour ta stabilité financière. Ta mère a alterné entre défendre l'idée et t'accuser de réagir de manière excessive. Aucune des deux stratégies n'a été très bien accueillie par la famille élargie. Un poids que je ne savais pas que je portais encore a été levé de mes épaules. Il était important que d'autres membres de la famille comprennent l'inadéquation de ce qui avait été prévu. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a expliqué l'oncle Daniel, sa voix s'adoucissant. J'ai vécu une expérience similaire avec ton grand-père quand j'ai choisi l'architecture plutôt que de rejoindre l'entreprise familiale. Il lui a fallu des années pour accepter ma voie, mais il l'a finalement fait. N'exclus pas la possibilité d'une réconciliation, mais sois ferme dans tes limites. Après avoir raccroché, j'ai rejoint mes amis à l'intérieur et j'ai partagé une partie de notre conversation. Leurs commentaires encourageants ont confirmé que j'avais pris la bonne décision en choisissant cette célébration authentique plutôt qu'une apparition à l'événement impeccable mais artificiel de mes parents. Tard ce soir-là, alors que nous étions assis autour du feu à jouer à des jeux de société et à manger les restes, mon téléphone m'a notifié d'un email d'Éclat de Paris. Ils avaient réexaminé mon portfolio et augmenté leur commande initiale de 40%. Ils voulaient également m'inclure dans leur support publicitaire de printemps en tant que créatrice montante à suivre. J'ai fait circuler mon téléphone, recevant des félicitations exubérantes et sachant que cette opportunité allait révolutionner mon entreprise au cours de l'année à venir. Le timing semblait symbolique. Cette confirmation professionnelle est arrivée juste au moment où j'avais cessé de chercher l'acceptation de ceux qui ne la fourniraient jamais vraiment. L'ironie ne m'a pas échappé. En rejetant le Noël de ma famille et leur implication, j'ai fait de la place pour le type exact de réussite qu'ils disaient vouloir pour moi. Mais selon mes propres termes plutôt que les leurs. Alors que la nuit avançait et que les gens se retiraient dans leur chambre, je suis resté à la fenêtre à regarder la neige tomber. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais entièrement en phase avec mes propres croyances et décisions. Le chagrin du rejet familial était toujours présent. Une douleur subtile sous la joie de la journée, mais elle ne me définissait plus. Je m'étais choisi, et par conséquent, j'ai réalisé que j'étais entouré de ceux qui m'avaient choisi tel que j'étais. Janvier a apporté des jours clairs et frais et un nouveau départ. 6 semaines après le Noël qui a tout changé, je me tenais dans mon nouvel espace d'atelier, qui faisait le double de la taille de mon ancien studio, avec de larges fenêtres pour la lumière naturelle et assez de place pour que 3 assistants travaillent à mes côtés.
la commande d'éclats de Paris avait nécessité l'agrandissement, et mes créations allaient être mises en avant dans leur catalogue de printemps, les présentant à un public national. Depuis l'annonce de notre alliance, les demandes commerciales avaient quadruplé. Je n'étais plus une artiste en difficulté, mais plutôt la propriétaire d'une petite entreprise florissante avec un réel élan. La situation avec ma famille avait évolué de plusieurs manières depuis Noël. Comme l'avait prévu l'oncle Daniel, différentes personnes ont réagi différemment à l'établissement de mes limites. Ma mère restait froidement professionnelle dans ses conversations occasionnelles, soutenant que j'avais mal interprété leurs intentions et réagi de manière excessive. Elle avait inventé une histoire pour son cercle social sur mon absence à Noël, quelque chose à propos d'une urgence avec un client clé qui ne pouvait tout simplement pas attendre. L'histoire protégeait son image tout en éliminant mon libre arbitre et mon choix de ne pas y aller. Mon père avait tenté d'établir son autorité de la seule manière qu'il connaissait, en envoyant un email décrivant des prévisions financières pour mon entreprise basées sur des hypothèses entièrement incorrectes sur mes ventes et mes coûts. Le document contenait un calendrier pour le moment où je devrais accepter la réalité et entrer dans le monde de l'entreprise. J'ai répondu par une note concise mais professionnelle, le remerciant de son inquiétude tout en l'assurant que mon entreprise était rentable et en croissance. Je n'ai pas présenté de données ou de faits qu'il pourrait critiquer ou ignorer. Olivia restait distante, clairement alignée sur le point de vue de nos parents, mais Étienne m'avait contacté plusieurs fois, chaque conversation étant un peu plus ouverte que la précédente. Lors de notre dernière discussion, il a posé des questions sérieuses sur mon processus de création et ma stratégie commerciale, et il semblait vraiment intéressé par mes réponses. Je n'ai jamais réalisé à quel point la réflexion stratégique est importante dans ce que tu fais, m'a-t-il dit. Il ne s'agit pas seulement de créer de belles choses. Tu dois anticiper les tendances, gérer la production et développer les relations avec les clients. C'est en fait assez similaire à ce que je fais, mais dans un secteur très différent. Cette petite reconnaissance que mon travail nécessitait de réelles compétences commerciales plutôt qu'une simple activité artisanale prolongée semblait énorme venant de lui. La révélation la plus surprenante est venue des membres de la famille élargie. Ma grand-mère m'avait envoyé une note manuscrite exprimant son enthousiasme pour mon esprit d'entreprise et mon excellente qualité de fabrication, ainsi qu'une invitation à lui rendre visite à Londres. Plusieurs cousins avaient passé des commandes pour des pièces uniques, me considérant comme une professionnelle plutôt que comme une excentrique de la famille. Concernant mes affaires d'enfance, j'avais pris rendez-vous comme indiqué par la lettre de l'avocat et je m'étais présenté avec Émilie pour un soutien moral. À ma grande surprise, ma mère n'était pas présente. Elle avait demandé à Rosa, la gouvernante, de superviser à sa place. Ce petit acte de compassion, qui ne m'obligeait pas à affronter ma mère personnellement, était la chose la plus proche d'une reconnaissance de mes sentiments que je pouvais espérer. Rosa m'a aidé à emballer les choses rapidement, glissant occasionnellement des commentaires, laissant entendre qu'elle avait toujours été une alliée. Votre mère a essayé de donner vos outils de bijouterie au centre communautaire, a-t-elle murmuré à un moment donné, mais je lui ai dit qu'ils étaient chers et qu'elle devrait attendre que vous preniez une décision. Elle n'en savait pas assez sur le sujet pour débattre. Les carnets, les photos et les souvenirs étaient maintenant conservés dans mon appartement comme des souvenirs physiques d'une enfance qui m'avait façonné de manière à la fois positive et désagréable. Je les triais progressivement, gardant ce qui avait encore du sens et me débarrassant des choses que je ne chérissais que parce qu'elles reflétaient l'acceptation familiale. Mes amis, ma famille choisie, m'ont soutenu sans faille tout au long de ce processus. Notre fête de Noël au gîte a été si merveilleuse que nous avons décidé d'en faire une tradition annuelle. Plusieurs amis avaient pris rendez-vous pour une thérapie après avoir vu comment je travaillais sur mes problèmes familiaux avec une aide professionnelle. Le docteur Lagne, ma psy, m'avait aidé à voir que ce qui s'était passé à Noël n'était pas un échec, mais plutôt une étape cruciale de mon développement. Vous avez fixé une limite et vous l'avez maintenue malgré une pression énorme et un conditionnement de toute une vie, a-t-elle dit lors d'une séance récente. C'est une réussite dont il faut être fier. Elle avait raison. À travers ce processus difficile, j'ai découvert une force que je ne savais pas que je possédais. J'avais créé une entreprise qui reflétait mes principes et mes ambitions. J'ai construit des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur le devoir. J'avais appris à faire confiance à mon propre jugement sur ce que le succès et le contentement signifiaient pour moi. Plus important encore, j'avais réalisé que quitter des environnements toxiques, même s'ils sont enveloppés de liens familiaux et de traditions de vacances, peut faire de la place pour une joie et une croissance authentique. Parfois, la plus grande preuve d'amour que l'on puisse se donner est de refuser de participer à sa propre destruction. Alors que j'installais le matériel dans mon nouvel atelier, prête pour une journée de création fructueuse,
j'ai réfléchi à la façon dont ma vie aurait pu se dérouler différemment si je n'avais pas surpris cette conversation. J'aurais pu passer de nombreuses années de plus à courir après une acceptation qui n'est jamais venue, à me faire toute petite pour correspondre à des normes qui n'étaient jamais destinées à accueillir qui j'étais vraiment. Au lieu de cela, cette découverte traumatisante avait ouvert un chemin vers la liberté. Pas la liberté de la famille que mes parents avaient promise comme punition, mais la liberté de définir ma propre valeur, de fixer mes propres limites et de vivre une vie qui reflétait mes idéaux. Le voyage était loin d'être terminé. Les blessures familiales ne guérissent pas en une seule saison, et les comportements formés au fil des décennies nécessitent du temps et des efforts pour être modifiés. Il y aurait d'autres conversations douloureuses, d'autres limites à maintenir et plus de chagrin à pleurer pour la connexion que je désirais mais que je n'ai jamais vraiment eue. Mais pour la première fois, j'abordais ce voyage en tant que personne entière plutôt qu'en tant que déception constante. J'étais Chloé Dubois, créatrice de bijoux et chef d'entreprise, et j'étais entouré de personnes qui voyaient et chérissaient ma personnalité entière. À Noël dernier, le plus beau cadeau que je me sois fait a été d'aller vers ma propre vérité plutôt que de m'éloigner de ma réunion de famille. En décidant de m'apprécier, j'ai enfin pu me libérer des contraintes des attentes des autres et découvrir la mienne.